Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Ce mardi 14 octobre 2025, la Cour suprême des États-Unis entend un recours visant la section 2 du Voting Rights Act. Le dossier implique des plaignants de Louisiane et des groupes de défense des droits civiques. Selon des estimations, une annulation pourrait offrir jusqu'à 19 sièges supplémentaires aux républicains à la Chambre. Ce mardi 14 octobre 2025, le gouvernement américain révoque les visas de plus de 50 politiciens mexicains. Le département d'État motive la décision par des soupçons de corruption ou de lien avec le trafic. La mesure s'inscrit dans la guerre contre la drogue et marque une escalade annoncée de la coopération bilatérale. Ce mardi 14 octobre 2025, de grands médias refusent la nouvelle politique d'accès du Pentagone. Fox News, ABC, CBS, NBC et CNN déclinent les règles du département de la Défense. Aucune grande chaîne ne signe, à l'exception de One America News, et la presse dénonce une atteinte à la liberté d'informer. Ce mardi 14 octobre 2025, le juge fédéral William Smith bloque des conditions liées à l'immigration pour les subventions FEMA. Il estime que l'administration Trump a contourné un ordre judiciaire antérieur. Il ordonne de retirer les clauses contestées dans la semaine et en interdit l'application. Ce mercredi 15 octobre 2025, le Sénat connaît un 9e vote raté sur le financement fédéral. Le shutdown entre dans sa 3e semaine à Washington. Environ 900 000 employés fédéraux sont en congé forcé ou non payé et le gouvernement demeure paralysé. Ce jeudi 16 octobre 2025, Donald Trump annonce avoir eu un appel qualifié de « productif » avec Vladimir Poutine. Il précise qu'une rencontre bilatérale est envisagée à Budapest, en Hongrie, dans les semaines à venir. Le vendredi 17 octobre 2025, Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche à Washington. Les discussions portent principalement sur la guerre en Ukraine et sur la demande ukrainienne d'obtention de missiles de croisière Tomahawk. Le même jour, à Moscou, Vladimir Poutine convoque une réunion du Conseil de sécurité russe. Cette rencontre intervient à la suite de son appel téléphonique avec Donald Trump. Concernant l'Amérique latine, le lundi 13 octobre 2025, le gouvernement vénézuélien annonce la fermeture de ses ambassades en Norvège et en Australie. La décision intervient en réaction à des critiques diplomatiques antérieures et marque une nouvelle étape de tension internationale autour du Venezuela. Le même jour, le gouvernement brésilien met en œuvre une réforme fiscale majeure. Les entreprises du pays adaptent leurs services financiers pour se conformer au nouveau système unifié et simplifié. La transition soulève des défis opérationnels à tous les niveaux, fédéral, étatique et local. Le mercredi 15 octobre 2025, à Bogota, les activistes vénézuéliens Yendri Velázquez et Luis Pech Arteaga sont blessés lors d'une attaque armée. L'embuscade, signalée par les autorités colombiennes, alimente les inquiétudes d'une répression transnationale visant la diaspora vénézuélienne. Le jeudi 16 octobre 2025, l'amiral Alvin Olsi, responsable des forces armées américaines pour l'Amérique latine, annonce sa retraite anticipée. Il quittera ses fonctions le 12 décembre 2025, 2 ans avant la date prévue. Cette décision intervient dans un contexte de tension avec le Venezuela et de désaccords internes au Pentagone. Enfin, au cours de la semaine du 10 au 16 octobre 2025, le Sénat de l'Uruguay adopte la loi légalisant l'euthanasie pour les patients en phase terminale. Le pays devient l'un des premiers d'Amérique latine à autoriser cette pratique, marquant une évolution majeure du débat sociétal dans la région. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Le mercredi 15 octobre 2025, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen invite la Serbie à rejoindre le mécanisme d'achat collectif de gaz de l'Union européenne. Lors d'une visite à Belgrade, elle souligne que la Serbie importe environ 80% de son gaz de Russie et encourage une diversification des sources énergétiques pour réduire cette dépendance. Le même jour, 15 octobre 2025, la ministre de l'Intérieur britannique Shabana Mahmood déclare à Londres que le Royaume-Uni a perdu le contrôle de ses frontières face à l'immigration irrégulière.
Elle évoque notamment les traversées en petits bateaux et appelle à renforcer la coopération avec les États des Balkans pour démanteler les réseaux de passeurs. Le mercredi 15 octobre 2025, le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjártó critique la politique énergétique de l'Union européenne lors du forum Russian Energy Week à Moscou. Il affirme que les pressions européennes pour réduire la dépendance à l'énergie russe menacent la sécurité énergétique de la Hongrie, liée à un contrat de gaz russe signé pour 15 ans en 2021. Le mercredi 15 octobre 2025, le Royaume-Uni annonce le déploiement d'officiers de sécurité dans les Balkans. Ces agents forment les gardes-frontières locaux et coopèrent avec Frontex pour lutter contre les réseaux de migration illégale. Le programme s'appuie sur des technologies britanniques, notamment des drones et la biométrie. Le jeudi 16 octobre 2025, le Premier ministre français Sébastien Lecornu échappe à 2 motions de censure à l'Assemblée nationale. La première, déposée par la France insoumise, recueille 271 voix sur les 289 nécessaires. La seconde, portée par le Rassemblement national, en obtient 144. Le gouvernement conserve ainsi la majorité, mais reste fragilisé politiquement. Le jeudi 16 octobre 2025, la Commission énergie du Parlement européen vote l'accélération de la fin des importations de gaz russe. Le texte avance la date d'interdiction principale au 1er janvier 2026, tout en prévoyant des exceptions pour les contrats existants jusqu'en 2027. La proposition doit encore être examinée en séance plénière et négociée avec les États membres. Enfin, le jeudi 16 octobre 2025, la Commission européenne annonce le déblocage de fonds pour les Balkans occidentaux. L'Albanie reçoit 99,3 millions d'euros, dont 46,2 millions versés directement au budget de l'État, et le Monténégro 8,1 millions d'euros. Les montants destinés à la Macédoine du Nord ne sont pas précisés. Ces subventions visent à soutenir les réformes et le développement des infrastructures dans le cadre du « Gros Plan Fort Western Balkan ». Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Le mardi 14 octobre 2025, à Garoua, l'opposant camerounais Issa Chiroma Bakary affirme avoir remporté l'élection présidentielle du 12 octobre. Il appelle le président Paul Biya à reconnaître sa défaite. Le gouvernement et la commission électorale et les CAM contestent cette déclaration, tandis que le Conseil constitutionnel doit publier les résultats officiels d'ici le 26 octobre. Ce même jour, à Niamey, le gouvernement du Niger adopte un décret créant le Centre national de cybersécurité. Cette nouvelle structure doit coordonner la stratégie nationale de protection des systèmes d'information et des infrastructures critiques. Le Niger, classé en catégorie T4 du Global Cybersecurity Index 2024, cherche ainsi à renforcer sa résilience numérique face à la hausse des menaces cybernétiques régionales. Le mardi 14 octobre 2025, l'armée malgache dirigée par le colonel Michael Randrianirina prend le pouvoir à Antananarivo et suspend les institutions, à l'exception de l'Assemblée nationale. Ce même jour, le président Andry Rajoelina, depuis l'étranger, tente de dissoudre le Parlement, mais les députés votent son impeachment à 130 voix, confirmant sa destitution. Le même jour encore, le mouvement Gen Z Madagascar organise des manifestations contre la pauvreté et les coupures d'eau et d'électricité. Enfin, le vendredi 17 octobre 2025, le colonel Michael Randrianirina est investi président de la transition, une investiture validée par la Haute Cour constitutionnelle. Le jeudi 16 octobre 2025, à Nairobi, des milliers de personnes se rassemblent à l'aéroport international pour accueillir le corps de l'ancien Premier ministre Raila Odinga. L'événement, marqué par une affluence massive, souligne la forte charge symbolique entourant la disparition de Raila Odinga au Kenya. Le vendredi 17 octobre 2025, à Nairobi, l'ancien président congolais Joseph Kabila annonce la création d'une nouvelle coalition d'opposition. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Le lundi 13 octobre 2025, les États-Unis annoncent que le président Donald Trump pourrait rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud à la fin du mois d'octobre. La rencontre, prévue dans le cadre du sommet de l'APEC, interviendrait sur fond de tensions liées aux exportations de terres rares et au contrôle technologique. Le mardi 14 octobre 2025, la Chine renforce les contrôles sur les licences d'exportation de terres rares magnétiques. Les fabricants doivent désormais faire face à des examens plus poussés de leurs demandes, entraînant une baisse de 31% des exportations en septembre. Cette mesure intervient malgré les engagements pris dans la trêve commerciale avec les États-Unis. Le même jour, 14 octobre 2025, les États-Unis soutiennent la signature du Kuala Lumpur Accord entre la Thaïlande et le Cambodge. Cet accord de paix,
prévu lors du sommet de l'ASEAN, vise à consolider le cessez-le-feu conclu en juillet, après des affrontements ayant causé au moins 48 morts et des milliers de déplacés. Le même jour encore, au Japon, une coalition politique s'oppose à la nomination de Sanae Takeshi à la tête du Parti libéral-démocrate. Plusieurs factions internes envisagent une alliance contre sa désignation, ce qui pourrait fragiliser la stabilité politique du pays. Le mercredi 15 octobre 2025, le Pakistan et l'Afghanistan conviennent d'une trêve de 48 heures après de violents affrontements à la frontière. Selon les autorités pakistanaises, une douzaine de civils et de soldats ont été tués avant l'accord, conclu pour favoriser le dialogue entre les deux pays. Le même jour, le Pakistan confirme avoir mené une frappe aérienne dans la province afghane de Kandahar. Cette opération militaire intervient dans un contexte de tensions renouvelées à la frontière, alors que les deux gouvernements se renvoient la responsabilité des violences récentes. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le 13 octobre 2025, le mouvement Hamas a libéré les 20 derniers otages israéliens encore en vie, détenus depuis plus de 2 ans. Cette libération s'inscrit dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël. Le 14 octobre 2025, l'armée israélienne a ouvert le feu sur des suspects dans le nord de la bande de Gaza, causant la mort d'au moins 6 Palestiniens, selon les autorités de santé locales. Le même jour, Israël a annoncé qu'il limiterait à partir du mercredi suivant le nombre de camions d'aide humanitaire autorisés à entrer dans Gaza, à 300 par jour au lieu des 600 initialement prévus. Le 15 octobre 2025, le passage frontalier de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza devait rouvrir afin de permettre la circulation des civils, avec le déploiement d'une mission de l'Union européenne sur place. Le même jour, Israël a reçu, par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, les dépouilles de 2 otages supplémentaires détenus par le Hamas, dont l'identité restait à confirmer. Israël a aussi annoncé la réouverture du poste de Rafah et une augmentation importante des livraisons d'aide humanitaire, soit environ 600 camions chargés de nourriture, de matériel médical et d'équipements pour la réparation des infrastructures de Gaza. Le 16 octobre 2025, l'Égypte a dépêché son 51e convoi humanitaire vers la bande de Gaza, contenant plus de 10 000 tonnes d'aide nourriture, carburant et matériel médical pour faciliter l'entrée de plus de 400 camions par jour. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.